Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le marketing d'influence. Ce séminaire se tournera autour de la définition de notre séminaire, les statistiques clés du marketing d'influence, pourquoi adopter le marketing d'influence, les types d'influence, les techniques utilisées par les influenceurs, créer une stratégie de marketing d'influence, les canaux pour l'e-commerce et enfin les erreurs et limites en marketing d'influence. Tout cela avec Dr Sharafeddin Moؤmen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Sharafeddin Moؤmen. Dr Sharafeddin, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci Malak. Donc, bonjour tout le monde et bonjour à nos chers étudiants. Donc, aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet important et qui suscite trop d'intérêt par rapport aux entreprises. Il l'utilise maintenant très souvent. C'est un sujet d'actualité. C'est le marketing d'influence. Tout d'abord, avant de parler du marketing d'influence lui-même, on doit définir qu'est-ce que ça veut dire un influenceur. Un influenceur, c'est une personne, et c'est une personne physique. Cette personne, elle est en mesure de changer et d'impacter soit les opinions ou bien les comportements du public ou bien de l'audience de cet influenceur. Et cet influenceur, elle est généralement utilise des réseaux sociaux pour impacter, bien sûr, l'opinion ou bien le comportement de l'audience. Donc, les entreprises ont vu cela et maintenant, ils essayent d'exploiter l'opportunité de cette influence-là. Et ils disent, pourquoi nous n'utilisons pas ces influenceurs pour promouvoir les produits de l'entreprise. Donc, c'est ça. Et de cette manière-là est apparu le marketing d'influence. Donc, si on veut définir maintenant le marketing d'influence, c'est une méthode, pas comme les méthodes traditionnelles des marketing, mais c'est une méthode qui essaie de collaborer avec ces influenceurs pour promouvoir les produits et les services de l'entreprise, bien sûr, auprès du public ou bien de l'audience de l'influenceur. Et si on veut citer cela, l'importance de ce marketing, on voit que en 2024, les dépenses, c'est-à-dire les coûts des marketing d'influence, sont évalués à 7,14 milliards de dollars. Et ça, c'est une augmentation par rapport à l'année 2023 qui a été de 6,16 milliards, soit une augmentation de 15,9%. C'est-à-dire que c'est une grande augmentation d'une année à une autre. Ça prouve quoi? Ça prouve que les entreprises, ils utilisent de plus en plus le marketing d'influence. Parce que maintenant, on voit que la publicité, certaines promotions de vente, ils sont plus utilisés, mais ils utilisent souvent le marketing d'influence. Et c'est pourquoi on peut expliquer et interpréter cette augmentation dans les dépenses de marketing d'influence. On voit que aussi 61%, presque 62% de la population mondiale, elle est active sur au moins un réseau social, c'est-à-dire environ de 5 milliards de personnes utilisent au moins un réseau social. Ça, qu'est-ce qu'il prouve? Il prouve que on peut toucher cette population en utilisant les réseaux sociaux. Et on trouve que 69% des acheteurs ou bien des consommateurs accordent leur confiance aux recommandations des influenceurs. Qu'est-ce qu'il prouve ici? Ça prouve que on doit utiliser le marketing d'influence pour au moins arriver à convaincre les acheteurs à acheter le produit ou bien arriver à promouvoir la crédibilité des entreprises qui utilisent le marketing d'influence. Et statistiquement, on trouve que c'est un quart du marketing des entreprises aujourd'hui utilisent le marketing d'influence et au bout
3 ans, 4 ans, jusqu'ici. Maintenant, on peut voir que peut-être qu'il arrivera à la moitié, c'est-à-dire la moitié des entreprises vont utiliser le marketing d'influence. On trouve aussi comme statistique parmi les jeunes, dans les jeunes dans les vingtaines, 19, 20, 21, 22, donc ils rêvent d'être des influenceurs. C'est-à-dire 57% des jeunes, ils veulent devenir des influenceurs. Et ça prouve que c'est un marché, c'est un bon marché pour l'entreprise à utiliser ces influenceurs pour promouvoir euh, ses produits et les services de l'entreprise. Donc, c'est ça l'importance du marketing d'influence. On a défini le marketing d'influence et on a su maintenant son importance. Il utilise maintenant, pourquoi les marketeurs utilisent le marketing d'influence? C'est pour l'authenticité. Qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité? C'est de promouvoir la crédibilité des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, si on utilise, par exemple, la publicité ou bien on utilise certains outils classiques du marketing, ils ne sont pas très crédibles. Ils sont pas très crédibles. Mais la crédibilité des influenceurs, elle est très importante. Pourquoi? Parce que généralement, les influenceurs, ils sont experts dans leur domaine, c'est-à-dire experts dans le contenu qu'ils exposent auprès de leur audience. Et donc, cette expertise donne plus d'authenticité lorsqu'ils recommandent des produits. N'est-ce pas? Donc, ça, c'est la première raison pourquoi les entreprises utilisent le marketing d'influence. C'est l'authenticité. Parce que les influenceurs du sport, dans le domaine des technologies, dans le domaine, par exemple, de nutrition, etc., etc. Donc, lorsqu'ils recommandent un produit dans leur domaine, ça donne une plus de crédibilité, une plus d'authenticité. N'est-ce pas? Deuxième raison, c'est pourquoi les entreprises utilisent le marketing d'influence, c'est la portée ciblée. Qu'est-ce que ça veut dire la portée ciblée? C'est-à-dire l'audience touchée par les influenceurs. C'est-à-dire maintenant, on voit par exemple les followers ou bien les abonnés de l'influenceur, ils sont intéressés par le contenu de l'influenceur. S'ils sont intéressés par le contenu de l'influenceur, disons par exemple dans le domaine de la mode ou bien du sport, lorsque cet influenceur il recommande par exemple des produits de sport ou bien de la mode, il sait très bien que ses abonnés ou bien ses followers sont intéressés très bien par ce sujet-là, de la mode ou bien du sport. Donc, maintenant, l'entreprise ne va avoir plus de difficultés pour cibler les segments des consommateurs. Maintenant, ça devient très facile. Je veux, par exemple, moi, je suis en train de promouvoir des produits de sport, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller à un influenceur qui a son contenu dans le domaine du sport. Et donc, je sais très bien, maintenant, c'est facile de cibler les gens qui sont intéressés au sport. Je sais très bien que les followers de cet influenceur sont intéressés par le matériel du sport, sont intéressés par le sport. Donc, ça va être très facile pour nous, en tant qu'entreprise, d'utiliser le marketing d'influence pour cibler facilement ce type de consommateurs. Donc, en utilisant, bien sûr, le marketing d'influence, en utilisant ces influenceurs. En plus de ça, il y a différents types de réseaux sociaux. On trouve le YouTube, le Instagram, le TikTok, et chaque plateforme ou bien chaque application a ses spécificités, même à son audience ou bien à son public. Donc, on verra ça à la fin de cette conférence-là, comment utiliser chaque plateforme comme YouTube, Instagram et qui utilise ces plateformes-là. Aussi, la raison pourquoi les entreprises utilisent le marketing d'influence, c'est l'engagement. L'audience de l'influenceur sont très engagés avec l'influenceur. Et lorsqu'il recommande des produits, on va
sûrement, on va avoir des réactions des consommateurs envers ce produit. Et ces réactions, on peut les trouver, par exemple, par des likes, par des partages, par des commentaires dans les réseaux sociaux. Et donc, on trouve aussi, par exemple, si un influenceur, il fait des stories ou bien il fait des lives, etc., on trouve il y a toujours un engagement, il y a des réactions de son public. De cette manière-là, on peut savoir la réaction du consommateur envers le produit. Par exemple, s'il est en train de recommander le produit. D'accord? On trouve par exemple ici, comme c'est l'éditorial. C'est quoi l'éditorial? L'éditorial, c'est comment un influenceur euh, montre étape par étape comment utiliser le produit, ou bien comment le consommer. Et ça, bien sûr, on va apprendre. On va faire apprendre au consommateur comment utiliser le produit. Et c'est grâce quoi? À qui? Et grâce à l'influenceur. Une autre raison pourquoi les entreprises utilisent le marketing d'influence, c'est la persuasion. La persuasion, c'est-à-dire l'influenceur, a un pouvoir de persuasion d'acheter ou bien au moins d'avoir une idée sur le produit des entreprises. Par exemple, on trouve, ici dans ce cas-là, on trouve le code promo. C'est quoi le code promo? Le code promo, il dit que l'influenceur, par exemple, par rapport à son vidéo, ou bien le partage de, de- de- dans un réseau social, vous trouvez au-dessous de son partage, il y a des codes, par exemple des liens à cliquer. Et quand vous cliquez ça, vous allez avoir des promotions. C'est-à-dire, si vous cliquez, par exemple, sur ce lien-là, vous allez avoir une réduction de 15%, de 10%, etc. C'est ce qu'on appelle les codes promo. Les codes promo sont donnés aux influenceurs et les influenceurs utilisent pour susciter ou bien pour activer l'achat du consommateur en utilisant ce code promo. Donc, pourquoi on utilise le marketing d'influence? C'est pour ces raisons. Aussi, on utilise le marketing d'influence, c'est pour la mesurabilité, c'est-à-dire on peut facilement mesurer l'impact de marketing d'influence sur le consommateur. On trouve par exemple le taux d'engagement, c'est-à-dire le nombre de likes et de commentaires par rapport au public ciblé. C'est facile. C'est-à-dire, par rapport à nos produits et par rapport à nos services. Le nombre de clics, nombre de conversions, c'est-à-dire les gens qui ont cliqué sur le lien et lorsqu'ils ont cliqué, ils ont acheté, par exemple, le produit à partir de ce lien. Ça, on appelle ça le taux de conversion. D'accord? Et donc, ça aussi, donc, ce sont les indicateurs de performance qu'on peut bien mesurer d'une manière très facile. Aussi, il y a des outils d'analyse très importants dans le marketing d'influence. On trouve le Google Analytics. C'est quoi le Google Analytics? C'est une plateforme, bien sûr, de Google utilise pour faire des publicités dans les différentes plateformes de Google, par exemple sur YouTube, sur le Gmail, etc. Et à partir de cela, Google, il peut vous donner des statistiques, combien, par exemple, de fois vous avez entré dans ce site web, combien il y a de clics, combien il y a de visites, combien est-ce qu'il y a des trafics ou pas dans la page web. Ça, c'est le Google Analytics. Donc, il vous donne des idées, combien de gens ils sont entrés à partir, par exemple, d'un lien, à partir de TikTok ou bien à partir d'Instagram, à partir de cet influenceur. Ils ont cliqué le lien et combien ils ont entré dans le site, par exemple, de l'entreprise. On trouve aussi des plateformes comme Hype Auditor. Hype Auditor, c'est une plateforme euh, qui essaye de trouver les fake influenceurs ou bien les faux abonnements. Parce que vous savez que 25% des influenceurs utilisent ce qu'on appelle des faux abonnements. Ils utilisent des bots
pour augmenter la réaction, pour augmenter les commentaires, pour augmenter les likes, etc., etc. Et comment savoir vraiment un influenceur est authentique, c'est-à-dire c'est réel par rapport à l'engagement, au like et par exemple les commentaires, etc. C'est à partir de cette plateforme, le Hype Auditor. Hype Auditor, vous dites, est-ce que, par exemple, combien de pourcentage d'abonnements réels? Peut-être il vous dit que 20% des abonnements de cet influenceur sont faux. C'est-à-dire, ici, dans ce cas-là, il faut éviter cet influenceur, cet influenceur. Pourquoi? Parce que il y a un pourcentage très important de ces abonnements sont faux, sont utilisés par des bots, c'est-à-dire ne sont pas réels. Donc, le hype auditor, il vous dit la crédibilité de l'influenceur. Il y a aussi le Favicon. Favicon aussi, c'est une plateforme qui vous aide à choisir et à sélectionner les influenceurs. Il vous donne certains critères à choisir l'influenceur. Quand vous entrez à cette plateforme, il vous dit, par exemple, vous voulez promouvoir les produits par exemple, dans le domaine alimentaire, de nutrition. Alors, vous entrez à cette plateforme de Favicon et quand vous entrez, vous choisissez, par exemple, quel secteur? Par exemple, sport, mode, nutrition. Donc, je choisis nutrition. Pourquoi? Parce que pour moi, je vais promouvoir des produits alimentaires. D'accord, je choisis nutrition. Et donc, il vous liste des, une liste d'influenceurs qui sont dans le domaine de la nutrition. Et à partir de cela, ces influenceurs, la crédibilité des influenceurs, ils les classent par la qualité des influenceurs, ils les classent même par leur coût. Et donc, c'est une plateforme, Favicon, c'est une plateforme qui vous aide à sélectionner les influenceurs. Donc, quand vous voyez ici le marketing d'influence, on peut dire que a un grand impact sur le public, ou bien sur le consommateur, ou bien la cible du consommateur de l'entreprise. Et en même temps, c'est facile à mesurer l'impact de ce marketing. Ce n'est pas comme le marketing traditionnel, supposons comme la publicité, c'est difficile de savoir l'impact de la publicité sur les gens. Alors que le marketing d'influence est une autre chose. Maintenant, on a cité tout cela. Quels, quels sont les types d'influenceurs? On doit maintenant savoir les types d'influenceurs. Il y a 5 types d'influenceurs généralement, 5 ou 4 comme vous voulez. Donc, le premier type, c'est ce qu'on appelle les nano-influenceurs. Qui sont les nano-influenceurs? Ce sont les influenceurs qui ont un nombre de followers ou bien un nombre d'abonnements entre 1000 et 10 000 abonnés. Ce type d'influenceurs, malgré, comme vous voyez ici, malgré ils ont un abonnement très faible, mais le taux d'engagement est très, très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire le taux d'engagement? C'est-à-dire ici, le nombre de likes, le nombre de commentaires, les réactions, l'envoi des messages est très élevé, est très important. Pourquoi? Parce que les nano-influenceurs, ils sont très proches de leur public ou bien de leur audience. C'est-à-dire, il y a une réaction peut-être immédiate lorsqu'ils posent des questions, par exemple, avec la majorité des gens, parce qu'ils sont entre 1000 et 10 000. Donc, il y a une grande proximité, c'est-à-dire que c'est comme un ami ou bien un collègue pour les nano-influenceurs. C'est pourquoi on trouve un taux d'engagement très élevé. Et même pour les nano-influenceurs, on trouve une grande crédibilité. Maintenant, où sont généralement, où trouve-t-on ces nano-influenceurs? Par exemple, mais ils sont seulement intéressés, par exemple, à la téléphonie mobile, ou bien dans l'université.
Par exemple, un influenceur, par exemple, son contenu, il parle de la vie des étudiants à telle ou telle université. Donc, ça, c'est un nano-influenceur. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup d'abonnements, mais ces abonnés sont très engagés. Ils font, généralement, ils font confiance à cet influenceur-là. Malgré, il n'existe pas trop d'influence. D'accord? Et ces influenceurs, on les trouve généralement 65% des influenceurs, on les trouve sur Instagram. Donc, quand est-ce qu'on utilise les nano-influenceurs? Il est idéal pour les petites entreprises parce que les entreprises qui sont dans la région où leurs contenus sont très proches du contenu des nano-influenceurs. Si vous cherchez de l'authenticité, et cette authenticité dans une petite région, donc vous utilisez les nano-influenceurs. Il y a d'autres Il y a d'autres types des influenceurs aussi, c'est très important et vraiment c'est idéal aussi, c'est les micro-influenceurs. Les micro-influenceurs, leur nombre d'abonnés, c'est entre 10 000 jusqu'à 100 000. Aussi, ils ont un engagement élevé. C'est pas comme le nano-influenceur, mais ils ont un taux d'engagement élevé. Ils sont aussi spécialisés dans des niches comme le mode, le sport, la nutrition, par exemple les voitures, etc., etc. Et généralement, on trouve ces influenceurs généralement dans 27, plus que 28% des influenceurs. Donc, on trouve ils ont moins de 10 000. Généralement, c'est presque un tiers. Un tiers des influenceurs sont des micro-influenceurs. Et donc, en tant qu'entreprise, on utilise les micro-influenceurs. Si vous êtes spécialisé dans certaines niches de produits, par exemple, vous vendez certains instruments de musique très spécifiques, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez un micro-influenceur qui est dans le domaine des instruments de musique spécialisés, etc., etc. Parce qu'elle a un taux d'engagement, elle a une crédibilité importante, et en même temps, vous pouvez aller à cet influenceur parce qu'ils ont moyennement un nombre d'abonnements très important, un peu. Il y a le macro-influenceur, c'est généralement, leurs abonnés, c'est entre 100 000 jusqu'à 500 000. Maintenant, le nombre d'abonnés est devenu important. Donc, l'audience est large. Mais ici, quand on voit, lorsque l'audience est devenue un peu large, l'engagement, le taux d'engagement va devenir un peu moins. Parce qu'il y a trop d'engagement. La proximité, justement, le sentiment de proximité de l'audience va devenir moins et moins. Donc, c'est pourquoi le taux d'engagement va devenir moins élevé par rapport aux nano et micro-influenceurs. Ici, généralement, on trouve des blogueurs, des podcasters, etc., etc. Donc, ces macro-influenceurs, on trouve généralement, il y a trop de fake influence. C'est-à-dire, ils achètent trop des abonnés ou bien ils font du bot, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fake abonnements, ou bien des fake influence, ou bien des abonnés très faux, etc., etc. Il y a le méga influenceur. Si maintenant l'audience est devenue un peu plus large, c'est entre 500 000 jusqu'à 1 million, ou plus 1 million et plus, ce sont généralement des personnalités publiques. C'est-à-dire, leur contenu maintenant, il n'est pas spécialisé. C'est-à-dire, ils sont plus seulement dans le sport, ou bien dans la mécanique, ou bien dans la beauté, etc. Non, ils sont plus de ça. Donc maintenant, généralement, ils parlent de plusieurs sujets en même temps. Généralement, ici, pour aller à ce type d'influenceur, le budget est un peu très important. Donc, si vous voulez utiliser des méga influenceurs, ça va vous coûter d'une si vous voulez, par exemple, augmenter la notoriété. Mais elle est moins ciblée. C'est-à-dire, comme je dis dans notre exemple, si vous vendez des instruments de musique, vous ne pouvez pas aller aux méga influenceurs parce que ce n'est pas une niche, ce n'est pas généralement un public bien ciblé.
Il y a la dernière, c'est généralement, ce sont les célébrités, ou bien c'est généralement les gens célèbres. C'est c'est les stars de musique ou bien de sport. Ils ne sont pas seulement dans les réseaux sociaux comme les méga influenceurs ou bien la nanox. Ils sont même hors comme par exemple les footballeurs, ou bien généralement les grands stars du cinéma, de musique, etc., etc. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle ça les célébrités. Ils sont très connus, sont très connus, même s'ils ne sont pas dans les réseaux sociaux, ils sont connus. Généralement, le coût d'utiliser ce type de célébrité est très, 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 très cher. Donc, c'est pourquoi ce type d'influence est réservé seulement aux grandes marques. Donc, aux grandes marques, qui utilisent ces influenceurs. Et ils ne sont pas trop parce que ce sont des stars. Maintenant, vous pouvez poser la question, lequel choisir? Lequel choisir? Est-ce qu'on choisit le nano? Est-ce qu'on choisit le micro, le méga, le macro ou bien les célébrités? Ici, ça dépend à votre objectif de marketing d'influence. Si vous recherchez par exemple la notoriété ou bien vous cherchez la sensibilisation sur votre produit, ici, si vous cherchez la sensibilisation de votre produit, qu'est-ce que vous devez aller, par exemple, méga influenceurs ou bien des célébrités, parce ils ont une large audience. Et votre objectif, c'est seulement d'être reconnu dans le marché. Donc, c'est seulement ça. Donc, votre objectif, c'est de partager cette information auprès des célébrités ou bien des méga, même des macros. Si votre objectif, c'est cela. Par exemple, si votre objectif, c'est de vendre ou bien d'avoir une grande authenticité d'un public bien ciblé, donc je vous recommande d'aller au nano ou bien micro influenceurs. Parce que ces personnes-là, ou bien ces influenceurs qui sont responsables, bien, qui ont une grande influence sur l'achat du consommateur ou d'avoir plus de crédibilité et d'authenticité. Donc, ça dépend. Ça dépend à vous comment choisir ce type d'influenceur. Ça dépend à votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez la notoriété? Est-ce que vous cherchez que le consommateur seulement connaître un peu le produit, connaître un peu l'entreprise? Est-ce que vous cherchez d'augmenter vos volumes de vente? Est-ce que vous cherchez, par exemple, d'avoir une grande crédibilité dans le marché, etc. C'est ça, c'est à partir de cela que vous choisissez les influenceurs. Et c'est le grand, vraiment, c'est le grand erreur que les grandes entreprises sont en train de faire, c'est lorsqu'ils voient cet influenceur a plus d'1 million, par exemple, d'abonnés, ils disent, donc c'est très bien, je vais aller chez cet influenceur. Non, il faut bien déterminer votre objectif. Et votre objectif qui va déterminer quel type d'influenceur vous allez choisir. Maintenant, on va passer à quelles sont les différentes techniques utilisées par les influenceurs. Ça, vous connaissez ça parce que vous utilisez les réseaux sociaux. On trouve par exemple certaines couvertures d'événements. C'est-à-dire ici, quand par exemple, les influenceurs, ils sont invités à certains événements, des expositions, par exemple des salons, des foires, etc., pour couvrir ces événements-là et présenter bien sûr les produits et les services et la marque de l'entreprise. On trouve une autre méthode, c'est les base kits ou bien les unboxing. Les base kits, ce sont généralement des coffrets, ou bien un ensemble de produits que l'entreprise offre à l'influenceur où on personnalise le produit. On appelle ça les base kits. Il y a des petits cadeaux, il y a des spécialisations dans leurs produits et ça va attirer l'attention du public. Il y a le unboxing. Le unboxing, c'est-à-dire d'ouvrir bien sûr le produit, c'est-à-dire comment ouvrir par exemple, vous achetez un téléphone mobile dans une boîte et l'influenceur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète, il montre par exemple dans une vidéo, il ouvre la boîte, il montre comment la boîte elle est, et puis il sort par exemple le téléphone, il sort son chargeur, il montre par exemple la téléphone, etc. Ça, on appelle ça l'unboxing.
Bien sûr, je suis sûr que vous avez déjà vu ça, par exemple, pour vous montrer le produit en réalité. D'accord? C'est-à-dire que si vous voulez acheter ce produit, vous allez trouver cela, et vous avez trouvé cela, vous avez trouvé cela. Ça, c'est une méthode utilisée par les influenceurs. On trouve aussi une autre méthode, c'est les séjours et les expériences. Si vous avez, par exemple, un hôtel ou bien un restaurant, ou bien si vous êtes une entreprise de tourisme, vous invitez l'influenceur et l'influenceur va couvrir, bien sûr, comment il a vécu comment il a vécu cette expérience dans l'hôtel ou bien dans cette entreprise de voyage ou bien un restaurant, etc., etc. On trouve une autre méthode, c'est le takeover de compte. Takeover de compte, c'est quoi? Si on donne le compte de réseaux sociaux de l'entreprise pour être géré par l'influenceur. Et ça donne euh, une incitation, une crédibilité pour le compte de l'entreprise. Il y a une autre méthode utilisée, ce qu'on appelle le placement de produits. Le placement des produits, c'est on met naturellement le produit devant la caméra, mais on ne parle pas du produit, on parle du contenu de l'influenceur. L'influenceur, il est en train, bien sûr, de parler de son contenu, mais on trouve, par exemple, derrière lui ou bien devant lui, la marque de l'entreprise ou bien le produit de l'entreprise. D'une autre manière, je suis en train d'utiliser ce produit, malgré je ne suis pas en train de parler. C'est ça ce qu'on appelle le placement des produits. Par exemple, vous trouvez ça même par exemple, les télévisions, ou bien dans les films, ou bien dans les choses de cinéma. Par exemple, il utilise, par exemple, les téléphones, il montre la marque du téléphone et ils sont en train de parler, par exemple, avec téléphone. Ainsi que ils sont en train d'utiliser, par exemple, le iPhone, bien le Samsung, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le placement du produit. Il y a le contenu sponsorisé. Le contenu sponsorisé, vous savez déjà ça, c'est-à-dire euh, le contenu d'une influenceur, seulement on essaie de le financer. Et à la fin, ou bien au début de vidéo, on dit que ce contenu est sponsorisé, c'est-à-dire payé par cette entreprise-là. Ça, qu'est-ce qu'il montre? Ça, il montre que l'entreprise, elle est engagée avec l'influenceur, qu'elle est intéressée avec le contenu de l'influenceur, et ça va donner une authenticité de la marque. Il y a aussi certaines techniques comme les concours et les giveaways. Les concours et les giveaways, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux donnés par l'influenceur. Mais en réalité, ce n'est pas l'influenceur qui a donné ces cadeaux-là, mais ces entreprises qui donnent ces cadeaux. Par exemple, l'influenceur, il dit, le premier qui va commenter, il va avoir, par exemple, ce cadeau-là. Le premier qui va faire cela, il va voir ça. Sinon, on va faire ce concours-là qui répond correctement, on va lui donner cela et cela. C'est ça ce qu'on appelle les concours rigoureux. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre un grand engagement du public. Si on veut un grand engagement du public, on fait les concours et les giveaways. Il y a la co-création et l'ambassadeur, c'est la création d'un produit en collaboration. Qu'est-ce que ça veut dire la co-création? C'est-à-dire l'influenceur lui-même a co-créé avec l'entreprise un produit. Par exemple, l'influenceur, il est spécialisé dans la mode. Et donc, l'influenceur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai créé avec cette entreprise, par exemple, cette chemise-là. Et c'est moi qui ai choisi, par exemple, la couleur, c'est moi qui ai choisi les boutons, et c'est moi qui l'ai fait comme ça, il a comme ça. Donc, ce produit est le mien avec, bien sûr, cette entreprise-là. Ça s'appelle la co-création. Qu'est-ce que ça donne? Il donne que vraiment un influenceur, il est engagé avec l'entreprise et en même temps, on peut vraiment augmenter le volume de vente et de tester le produit auprès de, de l'audience de l'influenceur. Et c'est quoi l'ambassadeur? L'ambassadeur, généralement, c'est l'influenceur engagé pour le long terme avec l'entreprise ou bien avec la marque et les valeurs de l'entreprise. C'est ça ce qu'on appelle un ambassadeur. Un ambassadeur, il n'est pas forcément un influenceur, mais un influenceur peut être un ambassadeur, c'est-à-dire quand vous voyez par exemple certaines marques, ils sont représentés toujours par un personnage ou bien un star. Ça, on appelle ça un ambassadeur. Quoi. Bien sûr, il y a d'autres ambassadeurs qui sont dans
hors des entreprises, mais certaines organisations, par exemple, non lucratives, comme les Nations Unies, comme certaines universités, ils font des ambassadeurs, mais ça, c'est une autre chose parce que ça, il montre l'importance de cette organisation. Mais il n'y a pas d'autre chose. Mais je parle ici d'ambassadeurs dans le marketing d'influence. C'est-à-dire, l'influenceur, il est engagé pour le long terme avec l'entreprise. C'est-à-dire, toujours, il parle du produit de l'entreprise, toujours, il parle de la marque de l'entreprise. Il est toujours, c'est le visage et la face de la marque. C'est-à-dire, toujours ce personnage-là, ou bien cette personnage. Il y a les autres techniques, comme les tutoriels, comme je vous ai déjà montré, que c'est l'ensemble. C'est-à-dire, euh, l'influenceur, il montre étape par étape comment utiliser les produits. Les codes promo, ce sont généralement de réduction du coût si vous cliquez sur ce lien-là, qui est le lien de cet influenceur. Il y a l'affiliation aussi. Par exemple, si vous cliquez sur le lien et achetez, par exemple, au nom de cet influenceur, vous aurez, par exemple, une diminution ou bien une réduction ou bien une remise sur les produits de l'entreprise. On l'oublie live shopping, c'est-à-dire du shopping en direct. Ils font la course en direct pour augmenter le taux d'engagement. Maintenant, parmi ces techniques, c'est la même chose comme on a fait avec les types d'influenceurs. Si on cherche, par exemple, la notoriété, on peut on peut demander à l'influenceur d'utiliser les événements, les takeovers, les passkits. Si on cherche l'engagement, on va utiliser les concours, les stories, les lives, etc. Si on veut chercher et augmenter et inciter les ventes, c'est-à-dire seulement de vendre, c'est de mettre l'affiliation, c'est-à-dire les codes ou bien les liens d'affiliation, le unboxing et les tutoriels. C'est ça pour augmenter le volume de vente. Ou bien si on veut faire une grande crédibilité, donc on va faire le contenu sponsorisé et on utilise des ambassadeurs, etc. Vous voyez ici, donc ça dépend de votre objectif, selon l'objectif, vous choisissez les techniques adaptées. On ne peut pas choisir comme ça aléatoirement. Parce que ça va être seulement du budget et du coût qu'on n'a pas besoin. Il faut toujours choisir votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi pour votre objectif de marketing d'influence? Qu'est-ce qu'on cherche? Et puis, on peut choisir des influenceurs et on peut choisir les techniques à utiliser. Maintenant, la question qu'on peut poser tous, c'est comment créer une stratégie de marketing d'influence. La première des choses, toujours, c'est définir votre objectif. Qu'est-ce que vous cherchez, vous? Pourquoi vous voulez faire du marketing d'influence? Est-ce que vous voulez augmenter les ventes, augmenter la notoriété, faire cela, faire cela, faire cela? Et à partir de ces objectifs, vous devez aussi fixer un budget. Pour les petites entreprises, elles n'ont pas un grand budget. Donc, ils ne peuvent pas de techniques d'influence. Donc, ils doivent être bien ciblés, ils doivent bien déterminer leur budget. Ce n'est pas une chose très facile. Donc, la deuxième étape, c'est de fixer le budget de l'entreprise, le budget pour, bien sûr, pour le marketing d'influence. Troisième étape, c'est l'étape la plus importante et la plus longue, c'est choisir les influenceurs. Tout d'abord, on choisit l'influenceur par le premier critère qui est l'audience. L'audience, on doit savoir la qualité et la quantité de l'audience. La quantité, c'est très simple. C'est seulement de voir le nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, quel est, par exemple, pour nous, on cherche des abonnés plus de 100 000, par exemple. Donc, on va aller au méga influenceur. Vous voyez? Et donc, ça concernant la quantité. Et on doit vérifier aussi la qualité. La qualité, c'est quoi? C'est qu'on ne trouve pas des faux abonnés. C'est ça, généralement, on est en train de trouver ça. Donc, pour cela, on doit utiliser le Hype Auditor, comme j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire la qualité. Est-ce qu'il y a des fake abonnés? Est-ce que ce sont
des fake influenceurs et en même temps utiliser le favicon. Le favicon, c'est une plateforme qui va vous guider de quelle manière vous allez choisir les influenceurs, à partir bien sûr de leur secteur, de leur contenu, à partir de la qualité, de la crédibilité, de leur coût, etc. Ça concernant l'audience. Deuxième type euh, d'engagement. C'est quoi le taux d'engagement ici? C'est on, on doit calculer le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de partages. Et ça, pour calculer, on fait la somme de ces éléments divisé par le nombre des abonnés, fois, par exemple, multiplié par 100. Ça va devenir un pourcentage. On peut trouver 1%, 2%, 0,5%. Ça dépend de l'audience. Donc, pour les nano influenceurs, on trouve même parfois 50%, 60%. Parce que le public est très engagé avec eux. En plus, ils ne sont pas très nombreux. Mais pour les célébrités ou bien pour les méga influenceurs, ça, généralement, le taux d'abonnement, plutôt le taux d'engagement est moins important, environ de 0,5 jusqu'à 2%. Ça, donc, c'est deuxième critère. Troisième critère pour choisir les influenceurs, c'est l'alignement avec la marque. C'est-à-dire, le secteur d'activité, il doit être compatible avec le contenu. Je peux pas prendre un influenceur dans le domaine des mécaniques, il va parler, par exemple, de la nutrition. Non, je ne peux pas parler de ça. Parce que il n'y a pas un alignement avec la marque, il y aura pas une grande crédibilité. Même l'influenceur, il n'est pas expérimenté dans le domaine de la nutrition. Il est un mécanicien. Et deuxième, par exemple, on peut choisir les valeurs. C'est vérifier les anciennetés de collaboration et son discours. C'est-à-dire, on doit vérifier l'historique de collaboration de l'influenceur, avec qui il a collaboré, qu'est-ce qu'il a fait, comment il fait. La tonalité aussi, c'est très importante. Est-ce que l'influenceur était humoristique ou bien sérieux ou bien éducatif? Donc, ça, il doit correspondre à l'image. Par exemple, si vous êtes une entreprise de luxe, une image de luxe, vous ne pouvez pas utiliser la tonalité humoristique. Parce que l'humour et les luxe, ce n'est pas, généralement, ils ne sont pas compatibles. Généralement, d'être sérieux et le luxe, c'est ça. Généralement, il faut être un peu sérieux, donc le domaine sérieux, avec la marque, ou bien l'image de marque, l'image de luxe, ils sont compatibles avec le mode sérieux ou bien le mode éducatif. Mais humoristique, non, on ne peut pas faire cela. Un autre critère à choisir, critère à adopter pour choisir les influenceurs, c'est l'authenticité et la crédibilité. C'est la plus importante concernant pour les nanos et les micro-influenceurs, c'est leur contenu. Ici, c'est quoi le contenu organique? C'est d'éviter les influenceurs qui font trop de placements de produits. Si, par exemple, vous voulez aller à un influenceur et vous trouvez que cet influenceur, il utilise trop de marques des entreprises, des marques concurrentes, n'importe quelle publicité ou bien n'importe quel placement de produit, il utilise cet influenceur. C'est-à-dire que cet influenceur, il n'est pas crédible. Donc, il n'est pas engagé avec l'entreprise elle-même. Parce que, il fait la publicité pour tout le monde, il fait la publicité pour toutes les entreprises, il fait la publicité pour toutes les marques. Et ça, ce n'est pas crédible. C'est-à-dire que cet influenceur, il cherche seulement de l'argent. Il ne cherche pas des valeurs, il ne cherche pas d'authenticité de son contenu. D'accord? On doit aussi voir ce qu'on appelle le social proof, ou bien les preuves sociales. C'est les commentaires positifs sous ces posts, la collaboration réussie avec d'autres marques, etc., etc. C'est-à-dire, on doit chercher, est-ce que cet influenceur-là a réussi? S'il n'a pas réussi, donc on ne va pas aller choisir cet influenceur. D'accord? D'autres, d'autres éléments, critères pour choisir les influenceurs, c'est l'historique de collaboration.
est-ce que cet influenceur a-t-il déjà travaillé avec des concurrents? S'il a travaillé avec des concurrents, donc ici, l'audience de l'influenceur ou bien généralement les abonnés de l'influenceur, ils ne vont pas croire ce que l'influenceur va dire s'il est déjà collaboré avec les concurrents. Par exemple, aujourd'hui, il va dire que le produit de Samsung est le meilleur produit, je l'utilise trop. Le lendemain, il va trouver qu'il dit, par exemple, l'iPhone, c'est le meilleur produit, je l'utilise trop de temps. Donc ça, c'est généralement une contradiction. Donc c'est pourquoi il faut voir l'historique de collaboration des influenceurs. Maintenant, on a choisi l'influenceur à partir de tous ces critères-là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit élaborer le plan de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire élaborer le plan de gestion? Tout d'abord, on doit désigner qui va gérer le marketing d'influence. Est-ce que c'est nous-mêmes en interne aux moyens des entreprises ou bien on va confier ça à une agence de publicité ou bien une agence qui va bien sûr suivre le marketing d'influenceurs et d'influence avec cet influenceur. Ça, c'est le premier pas. Deuxième pas, c'est la planification, planifier les publications. Qu'est-ce que ça veut dire planifier les publications? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va publier ou bien utiliser l'influence dans quel temps, par exemple? Est-ce que je vais utiliser l'influenceur, il va utiliser ça avec une autre compagnie publicitaire utilisée par l'entreprise? Ou bien non. Donc, c'est pour cela qu'il faut éviter les conflits avec d'autres compagnies. Dans le domaine mécanique, il parle d'une marque concurrente. Et moi, j'ai utilisé un autre influenceur dans le domaine de marketing. Il utilise, par exemple, avec notre marque. Non, il faut éviter ça. En attendant que l'autre compagnie termine, et puis on commence nous. Parce que ça va générer beaucoup de stress chez les abonnés. Ils ne vont pas comprendre qu'est-ce que ces influenceurs, qu'est-ce qu'ils demandent. D'accord? Donc, il faut toujours déterminer le calendrier. Et aussi, donc, le calendrier, on doit prendre en considération la publication dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va faire simultanément dans les différents réseaux sociaux, euh, par exemple Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et puis, ou bien un par un. Donc, ici, c'est à choisir et ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Aussi, il faut établir un contrat, c'est-à-dire clarifier les attentes de l'entreprise et clarifier les attentes même de l'influenceur. Combien vous allez poster, le nombre de posts, est-ce qu'il y a droit d'image, la tonalité à utiliser, etc. C'est-à-dire comment le marketing d'influence, comment vous allez présenter la marque de l'entreprise. Et la cinquième étape, c'est de lancer la compagnie d'influence et suivre la campagne. Tout d'abord, suivre les stories, les lives, les commentaires. Il faut toujours suivre au jour le jour, d'accord? Toujours, il faut suivre ça. Et puis, booster les performances. C'est-à-dire, à travers, bien sûr, on doit mettre des posts sponsorisés pour bien rendre la marque ou bien l'influence très important dans les réseaux sociaux. Et puis, il faut faire un engagement. Des commentaires qui posent des questions sur le produit ou bien le service de l'entreprise et personne ne répond, ça, c'est une chose n'est pas très importante. Il faut toujours engager avec les clients dans les commentaires, dans les partages, donc, et répondre à une question avec dans les messages, etc., afin de faire comprendre les consommateurs et l'audience de l'influenceur. Et puis, la sixième étape, c'est d'analyser les résultats. Maintenant qu'on a terminé à l'influence, on doit analyser les résultats. Donc, bien sûr, ça dépend de l'objectif. Si l'objectif était la notoriété, on doit prendre comme des indicateurs on doit voir les impressions. Est-ce qu'il y a de nouveaux abonnés? Ça, ce sont des indicateurs. Des indicateurs qui nous disent est-ce qu'il y a une grande notoriété de la marque ou pas après, bien sûr, le marketing d'influence. On trouve généralement les outils utilisés, c'est le suivi, on trouve le Google Analytics,
On a déjà expliqué ça. Les insights des réseaux sociaux. Ça, les likes, etc. On trouve aussi l'engagement. L'engagement, quels sont les indicateurs d'engagement? C'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages, c'est les taux d'engagement. Quels sont les outils utilisés? C'est les hype auditeurs ou bien favicon. C'est toujours ça. Le trafic maintenant, c'est-à-dire, ça c'est le clic. Comment euh, mesurer ça? C'est à travers les clics sur les liens et les sessions sur le site. Et on trouve ici le ETM et le Bitly. Le ETM et le Bitly, presque c'est la même chose. Ce sont aussi des plateformes qui vous donnent une extension, de l'URL, c'est-à-dire du lien du site web. Donc, ces URL-là, ils vous montrent que vous avez cliqué sur ce lien à partir, par exemple, de TikTok, à partir de l'Instagram, à partir de Facebook. Ici, on connaît très bien l'origine du clic. D'accord? Il y a les ventes, les conversions, les codes promo, les revenus attribués, etc. À partir de quoi? À partir de Shopify et Google Ads. Vous connaissez ça. Maintenant, quels sont les canaux utilisés par ces influenceurs ou bien les canaux de e-commerce? On trouve l'Instagram. L'Instagram est appelé le roi des visuels. Qu'est-ce que ça veut dire le roi des visuels? C'est-à-dire l'image. Instagram, il donne une bonne image. Les images d'Instagram sont très claires, elles sont vraiment attirantes. Donc, c'est pourquoi, si vous avez des images ou bien des photos à partager sur vos produits, ou bien il faut utiliser l'Instagram. Donc, 1,9% d'engagement moyen, c'est moyen meilleur que Facebook. Le format varié aussi. L'Instagram, il offre un format varié. Il a des stories, il a des reels, il a des posts, il a aussi du shopping, donc c'est bien. Mais l'Instagram, on l'utilise souvent pour qui? Pour généralement, si vous avez un Instagram sur la mode, la beauté, la nutrition ou bien les aliments, ou bien le lifestyle. Généralement, on ne trouve pas dans l'Instagram des choses. Il y a, oui, mais ce n'est pas. Mais la chose la plus adaptée au Instagram, on trouve ça toujours, c'est les food, la beauté, la mode, les sports, etc. Ce sont des choses de lifestyle. Mais le point faible de l'Instagram, c'est le coût est très élevé. Le coût pour aller à l'Instagram et faire des influences sur Instagram, et c'est très élevé. Aussi, un point faible, c'est l'algorithme est imprévisible. Donc, il n'y a pas donc la portée, ou bien le public ciblé, c'est un peu faible. Ce n'est pas comme les autres réseaux sociaux. Donc, l'Instagram, aujourd'hui, peut-être qu'il va vous proposer des choses en mécanique, le lendemain, vous trouvez sur la mode ou bien le maquillage. Donc, ça, généralement l'algorithme, il n'est pas bien fait. Il y a le TikTok. Le TikTok, généralement, euh, il est destiné généralement à une population jeune, entre 16 et 24 ans. Donc, c'est la majorité des gens qui utilisent le TikTok. Ça ne prouve pas que, ça ne donne pas une idée que les autres n'utilisent pas le TikTok. Mais la majorité d'utilisateurs de TikTok sont de l'âge entre 16 et 24 ans. Et ça, c'est un point faible. C'est un point faible pour le TikTok. Donc, il faut ici, quand vous utilisez le marketing d'influence, si vous ciblez la population jeune, il faut utiliser le TikTok. Vous voyez? Et même le TikTok, le taux d'engagement est très élevé parce qu'il est plein de micro-influenceurs. En plus de ça, il est idéal pour le TikTok. Il est idéal pour les produits de tendance. Parce que le TikTok, toujours, le jour, toujours, il propose des produits d'actualité et ça. Donc, si vous avez une chose d'actualité, vous avez une chose de tendance, il faut la publier dans les TikTok. Mais son problème, c'est la durée de vie est très courte. Donc, il ne faut pas utiliser des vidéos très longues dans le TikTok. Il y a le Facebook, vous connaissez le Facebook. La chose la plus avantageuse dans Facebook, c'est le ciblage précis. Le ciblage précis parce que le Facebook il connaît très bien ce que vous voulez et même l'algorithme est bien précis.
C'est-à-dire qu'il vous propose des produits que vous souhaitez vraiment, que vous voulez vraiment. Très, très bas par rapport à ce qui est avant. Donc, parmi les avantages de Facebook, c'est une grande audience, c'est-à-dire presque tout le monde utilise le Facebook, mais il est en déclin, on sait ça. Et parmi les choses les plus importantes, c'est l'outil publicitaire, c'est ultra précis, c'est-à-dire le ciblage est bien précis. C'est-à-dire ça, c'est la bonne chose. Donc, si vous voulez cibler un segment de consommateurs très bien précis, il faut utiliser le Facebook. Il est idéal aussi pour les produits de grand public parce qu'il a une portée très, très grande. L'audience est très grande. Mais le point faible, c'est que les gens, ou bien on trouve que la population qui utilise le Facebook sont devenues un peu vieilles. Donc, pour la population jeune, ils n'utilisent plus le Facebook. Il y a le YouTube. YouTube, c'est généralement, il est utilisé presque par tout le monde. Il est bien pour les unboxings, c'est-à-dire pour montrer l'utilisation du produit et comment tester les produits et comment consommer le produit, on utilise le Facebook. Pourquoi le Facebook? Parce qu'il a un contenu de durée très longue. C'est-à-dire vous restez donc et vous asseyez, donc vous voyez le vidéo calmement, donc c'est bien comment utiliser le produit dans 15, 20 minutes, etc. Ça dépend de l'influenceur. Donc c'est ça la bonne chose dans le YouTube. Mais il a point faible, c'est que aussi le coût est très, très élevé dans le Facebook, plutôt dans le YouTube. Le coût de la création même des vidéos, ça va vous coûter très, trop, trop cher. Il faut comment mettre la caméra, de comment faire le casting, etc., etc. C'est un peu trop cher. Il y a d'autres canaux. Ça, ce que je viens de citer, ce sont les canaux les plus importants. Il y a d'autres canaux, comme le LinkedIn. Vous connaissez le LinkedIn? Le LinkedIn, c'est généralement destiné pour les professionnels ou bien pour les gens qui sont dans le business to business. Le business, c'est-à-dire si vous vendez des produits aux entreprises, c'est pas aux consommateurs finaux, c'est pas aux gens physiques. Si vous vendez vos produits aux entreprises, la meilleure moyen, ou bien le canal le plus important ici, c'est le LinkedIn. C'est une plateforme, c'est une application utilisée par généralement les professionnels. On trouve aussi la plateforme Twitch. Twitch, c'est une plateforme qui toujours a des lives sur les games et sur les technologies, c'est-à-dire c'est les jeux vidéo. Donc ça, pour le public ciblé, c'est les gens entre 18 et 35 ans, aussi une population un peu jeune, parce que pour les gamers, généralement les gens qui aiment toujours faire les jeux vidéo. Donc ça, on peut utiliser cette plateforme-là. Si vous avez bien sûr des produits des jeux vidéo et produits de technologie, de tech. On trouve les Pinterest. Pinterest, c'est une plateforme qui vous donne la main de comment construire des images et faire vos décorations, etc. Ça, c'est pour le public cible, il est mieux pour utiliser pour les femmes et les femmes entre 25 jusqu'à 45 ans. C'est pour, par exemple, pour tester leur création entre les décos, par exemple, les décos, la mode. Donc ici, pour l'entreprise, c'est d'offrir, c'est d'offrir par exemple, leurs produits dans ce mode-là concernant la décoration et la mode, etc. Il y a le Twitter, ou bien la plateforme X. Ça, c'est une plateforme généralement utilisée par les entreprises s'il y a des buzz. C'est-à-dire, il y a du lancement d'un produit, ce produit a eu du succès, donc on peut l'utiliser dans la plateforme de Twitter. Ça concernant donc les différents canaux utilisés par les influenceurs. Maintenant, quelles sont les grandes études dans le marketing d'influence? Tout d'abord, le premier erreur, c'est de lancer une campagne sans objectif ni KPI. KPI, c'est les indicateurs clés de performance, Key Performance Indicators. Donc, ici, tout d'abord, il faut toujours, comme je viens de dire, il faut toujours mettre des objectifs avant d'engager dans le marketing d'influence. Parce que si vous n'avez pas d'objectif, vous ne saurez pas qu'est-ce que vous allez faire. Ça, c'est la première erreur.
Donc, deuxième erreur, c'est choisir un influenceur juste pour ses abonnés. Et ça, comme je vous ai dit, ça dépend de votre objectif. Donc, on ne choisit pas les influenceurs parce qu'elle a un taux ou bien un abonnement plus de 100 000 ou bien 300 000, etc. Ça, ce n'est pas ça. Donc, il faut choisir les influenceurs. Ça dépend de votre objectif. Et si vous cherchez de l'engagement, un engagement, il faut choisir les nano et le micro-influenceur. C'est plus mieux que le méga et le celebrity. Ils n'ont pas trop d'engagement. Vous voyez? Donc, cette troisième erreur, c'est de collaborer avec un influenceur inadapté. C'est-à-dire, il y a différence dans le contenu. Par exemple, vous, votre contenu ou bien le secteur d'activité est différent du contenu à éviter lors du marketing d'influence. Maintenant, il y a les limites du marketing d'influence. Parce que le marketing d'influence, ce n'est pas une chose parfaite. Il y a toujours des limites, il y a toujours des défis à relever par rapport au marketing d'influence. Tout d'abord, c'est la difficulté à mesurer le ROI, ou bien Return on Investment, ou bien le retour sur investissement. Parce qu'on ne peut pas connaître combien on va gagner du marketing d'influence. On ne peut pas savoir ça. C'est ça ce qu'on appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire, pour nous, on va payer l'influenceur, par exemple, à 200 000. Combien on va apporter de ces 200 000? Est-ce qu'on va apporter 300 000, 400 000, 500 000? On ne sait pas. Donc, il n'y a pas de mesure bien déterminée qui va nous dire combien on va gagner par l'utilisation du marketing d'influence. Ça, c'est le premier, la première limite. Deuxième désavantage ou bien inconvénient, c'est la sélection des influenceurs. On sait que c'est un grand défi, c'est que 25% des influenceurs achètent des faux abonnés. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut utiliser les plateformes qui détectent les fake influenceurs. Il faut utiliser ça. Il y a aussi le manque d'authenticité, risque de perte de confiance. Parfois, certaines entreprises utilisent des influenceurs, bien sûr, utilisent des influenceurs, et ces influenceurs ont une image très mauvaise auprès de leur audience. Et ça peut impacter aussi l'image de l'entreprise. Il faut faire attention à ça. Parce qu'un influenceur, c'est une personne qui influence les gens. On sait ça très bien. Mais parfois, les influenceurs, ils font des dégâts, vraiment, ils font des erreurs dans leur carrière. Et ça peut impacter l'image d'entreprise qui sont en train, bien sûr, de faire le marketing d'influence avec eux. Il y a une autre limite, c'est le coût élevé. Le coût élevé du marketing d'influence. C'est-à-dire le marketing d'influence est très, très, très coûteux. Et surtout pour les petites entreprises. Il y a dépendance aux algorithmes parce que les influenceurs utilisent les réseaux sociaux et les réseaux sociaux, chaque réseau social a ses algorithmes. Donc, pour les précisions, généralement, c'est le Facebook, c'est le meilleur qui propose des algorithmes bien adaptés. Et même pour le TikTok. Donc, il faut parfois, mais parfois, comme l'Instagram ou bien certains réseaux sociaux, ils n'ont pas des algorithmes bien mieux adaptés. Et d'autres limites, c'est la saturation du marché. C'est-à-dire, euh, parfois, on ne trouve pas d'influenceurs pour faire le marketing d'influence. Parfois, si le marché est bien saturé, donc on ne peut pas faire le marketing d'influence. Ça, c'est une limite aussi du marketing d'influence. Donc, c'est ça. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez toujours des questions, si vous avez des remarques à dire pour cela, j'espère que vous avez bien compris qu'est-ce que ça veut dire le marketing d'influence, quels sont les grands influences et quelle est la stratégie à adopter si on veut faire marketing d'influence, etc., etc. Donc, je vous remercie pour votre attention. Toujours, si vous avez des questions, il y a des questions?
Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, on va commencer par Catherine. Catherine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, merci beaucoup. Moi, je remercie seulement le docteur pour nous avoir éclairé du marketing de l'influence. Vraiment, je sais déjà que non, si vous voulez faire ça, il faut aller ici. Si vous voulez faire ça, il faut soit cibler tel réseau. Je lui remercie vraiment de tout cœur et je remercie aussi l'Université Middleton. Merci. Je vous remercie aussi. Je vous remercie aussi pour votre attention. Merci Merci. Merci. infiniment, Catherine. C'est gentil. Alors, on va passer vers El Amin Moubin. Amin Moubin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci, madame, et merci, monsieur le professeur Sharafeddine. Pour commencer, je suis très content d'avoir participé à cette formation. Ça m'a donné beaucoup de connaissances que je n'avais pas et ça m'a donné beaucoup de chance de pouvoir progresser encore. Cette formation est une opportunité pour nous de pouvoir nous investir, de pouvoir avoir beaucoup de créativité. C'est ainsi que je souhaiterais vous dire que je suis très content d'avoir suivi la formation. Pour moi, ce n'était pas une formation, mais un plaisir, une passion. D'avoir suivi la formation, ça m'a donné beaucoup de plaisir, ça m'a donné beaucoup de passion et c'est ainsi que je voudrais vous remercier de cette façon. Je vous en prie, merci infiniment à vous. Vous n'avez pas de questions à poser, docteur Sharafeddine Mohamed? À propos des questions, je n'en ai pas parce que j'ai bien compris. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de questions, parce que le cours a été bien accessible. Il y avait une bonne interaction entre le professeur et nous, les étudiants. Nous avons bien compris, c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas d'endroit pour poser une question, parce qu'on a bien Très compris. bien. Très bien, je vous remercie, Super, donc, Lamine. Merci. On est content merci de ça. infiniment. Nous allons nous allons revenir, ou bien sinon on va revenir à Catherine. Catherine, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Oui, merci. Les professeurs et remercier aussi l'Université Middleton pour cette opportunité de nous avoir vraiment éclairé, voilà, comment utiliser les réseaux. C'était vraiment une question pour moi de demander comment on peut utiliser tel réseau, tel réseau. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis contente. Je n'ai pas une question, mais je remercie vraiment les professeurs pour cette belle matière. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Catherine. Merci. Merci, c'est gentil. Alors, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur Sharafeddine Mohamed est à votre disposition et comme vous le savez, c'est un sujet très important et qui a une tendance en ce moment. Qui ont des questions? Qui ont des questions? Alors, je pense que tout est Très bien. clair, tout le monde est très très content, tout le monde est satisfait du sujet d'aujourd'hui et ont très bien compris. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, ça aussi, c'est un plaisir pour moi. Donc, pour le marketing d'influence, ça reste toujours un sujet d'actualité. Et comme je vous ai dit que l'utilisation, bien l'adoption du marketing d'influence est devenue incontournable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'impact du marketing traditionnel, l'utilisation de la publicité par exemple, dans euh, les différents, par exemple, moyens de communication comme la télévision, comme les panneaux d'affichage, etc., sont devenus un peu moins importants par rapport au marketing d'influence. Parce que les gens sont presque maintenant, ils passent leur journée devant la télé, devant plutôt
leur téléphone mobile. C'est pourquoi l'utilisation de marketing d'influence est devenue incontournable pour les entreprises. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous, en tant que ce soit de futurs marketeurs ou bien qui vont travailler dans le domaine du marketing, de relations publiques, vous devez savoir ça et c'est un sujet très, très important. Malgré cela, généralement, c'est un sujet que je fais seulement un petit balayage. Ce sont les notions générales sur le sujet. Il y a toujours beaucoup de choses à dire là-dessus, sur le marketing d'influence. Donc, je vous remercie aussi. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons, Inch'Allah, dans nos prochaines activités. Ne loupez pas le séminaire de demain, un séminaire que vous aimerez très bien, ça c'est sûr. Et nos prochaines activités. Merci à vous tous. Nous souhaitons un bon vendredi et une excellente fin de journée. Au revoir. Merci. Merci.